Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, celle d'une femme qui a été prête à tout pour avoir de l'attention, qui va franchir des limites juste inqualifiables. On va parler du cas Elizabeth Finch, qui en 2022 avoue avoir menti quand elle disait se battre contre un cancer. Avant de commencer, petit disclaimer. D'abord ici, il n'est absolument pas question de taper sur les autodiagnostics, parce que j'en vois un venir certain par rapport à ça, au bout d'un moment on a l'habitude. En très résumé, l'autodiagnostic est la cause des mauvaises prises en charge actuelles de notre système médical et failles de notre système de santé en général. Ça ne veut pas dire que la personne autodiagnostiquée n'est pas handicapée, comme elle peut se tromper, mais ce n'est pas non plus une raison pour venir l'insulter ou que sais-je. Je vous laisse ma vidéo sur le sujet, qui date d'il y a longtemps, qu'il faudrait qu'un jour je refasse. Autre point, ici j'analyse une escroc et ses techniques. C'est ça qui m'intéresse. Je suis autiste de base et je suis absolument incapable d'anticiper ce qu'elle fait comme elle. Les faits, les réactions des gens. Il y a un côté très cas d'école dans son cas en plus. Et enfin, il y a sûr en plus de prévenir une future arnaque possible. De voir comment le validisme des valides leur fait se faire piéger par une personne qui ici se fait passer pour handicapée. Parce qu'elle rentre dans leur code et cliché de l'handicap pour s'élever socialement. Alors que quand tu es handicapé dans la vie réelle, ça t'élève pas socialement. C'est même l'inverse. Bref, sortez votre thé, café, tisane ou que sais-je, et on y va. Qui est Elizabeth? Elizabeth Finch est une scénariste connue surtout pour écrire sur la série Grey's Anatomy, que je n'ai pas vue personnellement. Série médicale mettant en scène principalement des personnages féminins qui étaient une révolution à sa sortie et ayant eu un succès international. Elle a commencé en écrivant des épisodes pour True Blood, une série sur des vampires. Elle travaille notamment pour Disney dans ses débuts. En 2012, elle annonce avoir une forme de cancer appelée chondrosarcome, forme qui est très grave et majoritairement mortelle d'un cancer des os. Elle présente l'image d'une femme très courageuse, luttant contre les horreurs de sa maladie, au point où des éléments de sa vie est inclus dans la série Grey's Anatomy. Un personnage de la série, Catherine Avery, se retrouve diagnostiquée d'un cancer. Cette fois, les médecins lui diraient la vérité, parce que ça ne devrait pas se passer autrement pour elle et le reste du monde. Écrit par Elizabeth Finch. Ce qui sonne très militant d'ailleurs au passage, et ça va pas être la seule fois. Elle s'enfonce toujours plus et raconte avoir subi des abus physiques de la part d'un frère aîné. En 2019, elle se rend publiquement dans un établissement qui soigne en fait les femmes souffrant de divers troubles, dont des traumatismes. C'est là qu'elle rencontre Jennifer Bayer, une femme fuyant un mari violent et qu'elle épouse. Et c'est là que la petite illusion de Finch va s'écailler. Jennifer est infirmière. Elle finit donc par découvrir la vérité sur sa femme et la confronte. Elle exige à Elizabeth de dire la vérité à ses proches. Elizabeth lui avoue tout, puis se braque. Bayer, en réponse, contacte les employeurs de Elizabeth pour alerter sur les mensonges de cette dernière. Le jour du 44e anniversaire d'Elizabeth, Elizabeth reçoit un coup de téléphone. Pensant que c'est un fan qui l'appelle, elle répond. En réalité, c'est une journaliste, voulant l'informer que l'histoire autour de ces mensonges allait sortir dans un article. Elle cherche en fait à avoir la version des faits d'Elizabeth. Cette dernière décide de répondre. Ce n'est pas le bon moment. Avant de raccrocher, elle se rend à un spectacle dans le off de Broadway, appelé Snuff, racontant le combat des suffragettes, éteignant son téléphone portable. Pendant ce temps, l'article fut publié et Disney annonçait mener une enquête interne. Des collègues témoignent sous le choc. Nous avons travaillé avec quelqu'un qui non seulement disait qu'elle était atteinte d'un cancer, mais qui avait l'air malade du cancer. Au travail, elle perdait ses cheveux, la peau était jaune, elle avait un pansement de porc pour la chimio de cathéter bien visible. Elle devait prendre des pauses pour aller vomir. Elle parlait de son vécu, tout le temps. Elizabeth décide de démissionner avant que l'enquête ne commence en interne et s'inscrit dans un hôpital en Arizona, le même où elle avait rencontré sa femme auparavant. Elle s'y enferme pendant 5 semaines et ne sort plus. Elle finit par divorcer avec Bayer. En réponse dans toutes ses déclarations, même si elle reconnaît en demi-mot ses mensonges au final, elle se présente systématiquement comme étant une victime. Elizabeth Finch a perdu tout contrôle sur son histoire. Comment a-t-elle fait pour manipuler tout le monde? Mais comment une femme n'étant pas malade, a-t-elle pu se faire passer pour cancéreuse alors que ce n'était pas le cas et duper absolument tout le monde? Quelles étaient ses méthodes? Et vous l'avez compris, c'est surtout ça qui m'intéresse personnellement, bien plus que l'histoire autour de la personne en elle-même. Déjà, elle ne s'est pas contentée de mentir que sur le cancer.
Elle n'a pas pu s'arrêter à ça. Elle s'est mise à raconter une vie fantasmée de malheur et est allée toujours plus loin dans le mensonge. Et c'est un point commun avec beaucoup de menteurs de ce genre d'histoire. Ils ne sont pas que handicapés ou ne font pas partie que d'une minorité. Ils n'ont pas qu'un handicap ou qu'un trauma, mais un vécu horrible auquel se rajoutent toujours plus de couches de pathos par-dessus, allant toujours plus loin. Ils ne peuvent plus s'arrêter là. Ils jouent avec l'inspiration porn et le pathos, qui est censé être une personne handicapée selon leurs clichés validistes. Et comme ça en concorde avec les clichés des valides, qui n'y connaissent rien, ils sont crus sans aucun souci. Elle est allée plus loin, incapable de s'arrêter. Par exemple, après une attaque terroriste en 2018, Elisabeth raconte qu'elle a bien connu l'endroit et a perdu un ami proche lors de la fusillade. Elle a alors demandé un congé pour se rendre sur place, afin d'organiser l'enterrement de son ami. Quoi de plus normal après tout. En réalité, elle connaissait bien les lieux, ça c'était vrai. Elle avait assisté à quelques cérémonies là-bas, dans la synagogue, mais elle ne connaissait absolument aucune victime. En 2019, elle raconte à ses collègues que son frère aîné était violent et s'est suicidé. Je suis partie et mon frère s'est suicidé, dit-elle pour justifier une absence lors d'une séance d'écriture pour Grey's Anatomy. Dès qu'elle écrit ça, elle se justifie dans la foulée de son mensonge, en disant « Je ne dis pas cela parce que j'ai besoin ou que je veux quelque chose de quelqu'un. Je ne suis pas une fleur délicate ou quoi que ce soit. Je veux juste que les gens sachent que je suis toujours là et que je fais toujours partie de l'équipe. » Avoir toujours une bonne excuse et se justifier d'absolument tout, avoir réponse à tout de manière générale, c'est un grand classique des red flags chez quelqu'un quand la personne est en tort et qu'elle a pourtant toute une histoire à raconter pour justifier sa faute ou quoi que ce soit, qui est évidemment fausse pour justifier n'importe quoi. Évidemment, les gens ne vont pas tous aussi loin, heureusement. Mais de manière générale, à part quelques exceptions, ça reste quand même un red flag. C'est pas une personne très fiable généralement qui a fait ça. Et du coup, son frère décédé est en fait bien vivant et travaille comme médecin en Floride. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'elle se justifie de ses mensonges. Je sais que c'est absolument mal ce que j'ai fait. J'ai menti. Il n'y a aucune excuse pour cela. Mais il y a un contexte. La meilleure façon dont je peux l'expliquer est que lorsque vous vivez un niveau de traumatisme, beaucoup de gens adoptent un mécanisme d'adaptation inadapté. J'ai menti, c'était mon adaptation et ma façon de me sentir en sécurité. Et oui, un menteur à ce niveau est un manipulateur qui a une bonne excuse pour absolument tout, y compris l'inexcusable, et qui va trouver ce genre de formulation. Et c'est toujours la victime dans l'histoire. Ici, donc une histoire de traumatisme dont on ne sait rien de sa véracité et dont on peut malheureusement légitimement douter, étant donné son passé, qui la pose du coup en victime pour faire accepter ses mensonges horribles et immoraux pour se faire excuser. Peu à peu, Elisabeth se livre sur son histoire. En 2007, elle se blesse sévèrement à un genou. Plusieurs interventions médicales se sont succédées et elle a dû subir une chirurgie de remplacement de la rotule. Pendant des mois, elle s'est retrouvée sur des béquilles et est devenue dépendante d'amis. C'est une fois rétablie qu'elle a lancé ses mensonges. L'histoire de la rotule a été vérifiée et est exacte. Tout le monde était si incroyable et si merveilleux avant toutes les chirurgies. Ils m'ont tellement soutenue, dit-elle. Et puis je suis retournée à mes habitudes. J'ai menti, inventé quelque chose parce que j'avais besoin de soutien et d'attention. Et c'est ainsi que j'ai continué. C'est là que ce mensonge a commencé, dans ce silence. Donc en 2012, la machine est lancée. Elle raconte à ses collègues et amis que les médecins lui ont trouvé la tumeur sur sa colonne vertébrale. Tumeur résistante à la chimio, une forme rare de cancer. Elle rajoute que ça ne devrait jamais toucher une personne de son âge. Le 26 février 2014, elle publie son premier article sur le cancer dans Elle. Dans un autre article, elle en a fait beaucoup. Elle parle d'un ami nommé Nick qui l'a laissé dans son appartement à côté de la clinique pour faire ses chimios. Ainsi, Nick l'a amené à l'hôpital et pendant qu'il attendait en parking pour la ramener, Elisabeth errait dans les couloirs de l'hôpital en faisant croire qu'elle était en train d'être soignée à Nick. Nick et d'autres amis finissent par avoir des doutes au bout d'un moment. Ils la confrontent, elle nie. Nick ne l'a jamais dit à personne. Depuis, tous les articles écrits par Elisabeth ont été enlevés du site de Elle. Dans la suite, elle revient sur le frère violent. Vous savez, celui qui est prétendu mort en fait. Elle raconte une rivalité frère et sœur nocive et traumatisante. En gros, son frère l'a maltraitée physiquement et émotionnellement par un. Puis derrière, ses parents ne la croyaient pas. Scénario que connaissent malheureusement réellement certains enfants.
Ça arrive malheureusement. Alors qu'on lui demande des preuves, elle explique que son frère était doué pour ne laisser aucune trace, tout en faisant très mal. Ce que idem peut vraiment arriver. Selon elle, ces mensonges sont le fruit des traumatismes venant de cette enfance-là. La question de la véracité de cette histoire se pose très sérieusement. Et là, c'est compliqué. Dans ma source, on me parle d'un trouble factice, trouble de Munchausen, un trouble étant très sujet à débat et qui peut totalement en fait ne pas exister. On n'en sait rien. C'est extrêmement discutable et c'est très discuté dans le milieu médical. Et comme beaucoup de troubles dans l'histoire de la psychiatrie, celui-ci est également associé à beaucoup de sexisme. Je rappelle qu'elle est aussi lesbienne et l'LGBT-phobie associée au sexisme, ça peut faire des dégâts. Donc en très bref, méfiance pour cette partie. Donc, selon la source que j'utilise, que vous retrouverez évidemment en description, cette histoire de maltraitance a beaucoup de chances d'être fausse. Et juste un mensonge de plus, Elisabeth avait des portes de sortie. Elle aurait pu dire par exemple qu'elle était guérie du cancer, passer pour une héroïne, pour passer à autre chose, et c'était fini. Au lieu de ça, elle a enfoncé mensonge dans mensonge. Elle est allée toujours plus loin sans être capable de s'arrêter. Elle n'a pas seulement dit qu'elle avait avorté par exemple, au risque de sa vie en renonçant à un traitement, elle a mis en avant, l'a médiatisé et a milité pour ça. Et les articles dans Elle, par exemple, ont laissé des traces indélébiles. Lorsqu'elle raconte avoir avorté, elle en a fait une vidéo avec une campagne politique derrière, dans New Teas. Elle se montre à grignoter des aliments salés au quotidien, la seule nourriture qu'elle raconte pouvoir garder. On voit sa peau qui est pâle et sa tête qui est rasée, souvent sous un foulard. On voit aussi le faux cathéter sous une chemise et c'est assez impressionnant. Et parfois, elle limite un haut le cœur et court dans les toilettes pour aller vomir. Une véritable comédienne. Elle a toujours eu des tragédies ou des difficultés bizarres dans sa vie. Raconte un collègue. Des choses qui n'arrivent pas aux autres lui arrivent tout le temps. Dans la liste des mensonges, what the fuck, un vétéran de la guerre du Golfe qui la traque pendant des mois, allant jusqu'à laisser un couteau dans la porte d'entrée de son appartement. Et elle se précipite sur les réseaux sociaux raconter tout ça. Fred Enesman est un médecin consultant pour l'industrie d'Hollywood et qui travaille comme producteur exécutif sur Grey's Anatomy en 2015. Son rôle est en gros d'apporter de la crédibilité aux éléments médicaux de la série. À cette époque, Elisabeth possède déjà un pouvoir très conséquent dans la série et est très proche de la showrunner Kristen Varnoff, qu'elle l'arrose de ses mensonges sur son cancer. Enesman a des doutes. Ce qu'il raconte et montre n'est pas cohérent avec un malade du cancer, et lui pour le coup il est médecin. Elisabeth intimidait souvent ses collègues et les autres scénaristes. Elle utilisait en permanence son cancer pour faire taire en fait toute critique. Fred va alerter le showrunner et la production sans succès. Elisabeth se sert de son cancer pour éloigner chaque critique. C'est un autre red flag assez énorme et présent chez les manipulateurs de ce genre. Elisabeth va alors pourrir la réputation de Fred. Selon les auteurs sur la série, il était considéré comme un baby boomer déconnecté de la réalité. Il a fini par être complètement évincé. Et oui, ça aussi c'est un gros red flag, énorme red flag même. Avant de céder à des rumeurs et appels à l'émotion et appels à cancel pour des raisons obscures, sans preuve d'absolument rien, demandez-vous surtout ce que l'autre en face a gagné et pourquoi il ferait ça. Mais Fred ne fut pas le seul à être visé par Elisabeth. Bah non, ça serait trop simple. Sinon. Parce que oui, des menteurs comme ça se voit. Ça finit par se savoir toujours, forcément. Mais on fait taire les murmures autant qu'on le peut avant que ça se propage. Elle va donc blesser, mentir à propos de personnes qui la dérangent et qui ont moins de pouvoir qu'elle, quitte à les intimider. Elle choisissait ses cibles volontairement. Elle use également d'un talent pour créer un malaise. Et elle participe à harceler ses cibles. Choisi avec grand soin. Puis en 2022 éclate le mensonge. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe des faux handicapés, des personnes purement mauvaises et malveillantes qui se font passer comme telles, comme l'a fait Elisabeth Finch. Ça existe,
Et ces personnes montent des arnaques, une manière de gagner de l'argent par exemple. Je vous renvoie au cas de Blanchard par exemple, ou de l'attention, même si elle est mauvaise. Alors oui, si vous êtes vous-même handicapé et exposé, ben évidemment vous vous rendez bien compte que l'attention que l'on a, que vous avez, est surtout très malsaine, pas très enviable et assez mauvaise généralement. Mais pour certaines personnes, il n'y a pas de mauvaise attention. De l'attention, c'est toujours de l'attention, même si elle est mauvaise. Et c'est comme ça que des histoires similaires créent un doute chez la personne valide. Quand elle voit une personne handicapée qui n'en a pas l'air, selon elle, parce que voilà, handicapé ça veut rien dire. Et ainsi que l'on nous traite facilement de menteurs. On a aussi les imposteurs, parlant activement, comme l'a fait Elisabeth Fish, de leur quotidien, qui mentent en volant, par exemple, les histoires des autres, dont ils n'en comprennent pas la substance, vu qu'ils ne le vivent pas. Mais comme la personne ne vit pas la réalité, elle fait forcément des erreurs à un moment donné, elle se contredit et j'en passe, et donc ça se voit. Le tout en répandant des clichés sur nous, nous faisant beaucoup de mal, même si c'est qu'un petit échec pour certains. Mais comme elle reste dans les clichés validistes qu'on a tous, ça passe. Et toute personne allant contre ces personnes-là qui se rendent compte de la réalité, peu importe la raison, se retrouvent être leur cible, harcelées et exclues, quitte à mentir et diffamer. Elles doivent faire peur ces personnes pour rester maîtres de leur récit et éviter que quelqu'un finisse par sortir la vérité. Je vous dis à la prochaine en espérant que ce format de vidéo vous ait plu et je vous dis bye. Et évidemment, petite parenthèse, on est sur un épiphénomène, hein, heureusement. Mais c'est quand même quelque chose qui est très intéressant à étudier pour vous apprendre à être attentif et alarmé pour ce genre de cas si vous en voyez passer. Vraiment, c'est très important. Je vous dis à la prochaine. Bye. Lay you down like 1, 2, 3. Eyes roll back in ecstasy. I can smell your sickness, I can cure ya, cure your disease.